Alors, bonsoir à tous. Du coup, je me présente, Laura, je suis allopsychomote sur les réseaux. Et ce soir, on va parler du coup d'escalade et du lien entre l'escalade et la psychomotricité. Et du moins, le soin en tout cas, l'escalade d'un point de vue psychomoteur et l'escalade aussi au sein du soin psychomoteur en tant qu'activité physique adaptée et en tant que médiation psychomotrice. Donc, j'ai le plaisir ce soir qu'on ait avec nous Nadège d'escalothérapie et Oui, également Élise de Psychomote à l'international. Donc, les filles, je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter. Peut-être on commence avec toi, Nadège, et puis ensuite Élise. Alors, simplement me dire qui vous êtes, depuis quand vous êtes diplômée, où est-ce que vous exercez, et également depuis quand vous pratiquez l'escalade, à titre personnel déjà. Et puis après, on va rebondir là-dessus pendant les 40 prochaines minutes. très bien. Ouais, donc moi, c'est Nadège, donc je suis psychomotricienne diplômée depuis 2012. Et puis, je suis grimpeuse depuis pratiquement toujours, depuis mon enfance. Et puis, donc, j'ai pratiqué l'escalade en loisir, en compétition aussi. Et après, l'escalade vraiment dans le domaine que je préfère, c'est en falaise. Et donc, ça fait maintenant 6 ans que j'allie la psychomotricité avec l'escalade. Au sein d'une association que j'ai fondée qui s'appelle Escalothérapie avec un projet social au Pérou. Et donc, je travaille au Pérou et je propose aussi des formations en France. Alors, souvent, c'est plutôt en ligne, une formation qui s'appelle Psychomotricité et Escalade. Et je reçois des stagiaires aussi et des volontaires dans l'association au Pérou. On a bientôt un nouveau projet, peut-être en Équateur aussi. C'est super. Et ben écoute, n'hésite pas, en tout cas, si tu as des liens, des choses, profitez que ça soit sur Zoom justement pour mettre peut-être le site vers ton association ou vers éventuellement tes formations. Si ça peut intéresser certaines personnes, n'hésite pas à les mettre dans le chat et puis nous, on repartagera également ultérieurement. Élise, Super, merci. à ton tour. Alors, du coup, Élise, une psychomote internationale sur les réseaux. Je suis psychomote depuis 2014. Et désolée, il y a des travaux à côté. Et du coup, l'escalade, moi, c'était beaucoup plus en loisir perso pour moi. Alors, c'était plus, du coup, je vis à Paris. Du coup, c'est plus du bloc. Il y a un peu de voix maintenant quand on cherche bien. Mais vraiment pour le plaisir. Et par contre, j'ai eu l'opportunité ponctuellement, via des financements par les régions et les départements, d'utiliser l'escalade en médiation. Mais pour l'instant, ça a été que du ponctuel. J'ai jamais eu l'opportunité encore de faire sur du long terme. Mais du coup, à chaque fois que je peux, je saute sur l'occasion. Et du coup, c'est plus trop très bien. Et j'ai rencontré Nadège, du coup, durant le tour du monde. Et voilà, du coup, j'ai pu voir son atelier et c'était trop bien. Trop Je vous le chouette. conseille. Eh bien, en tout cas, merci à toutes les deux d'être là ce soir et de donner un petit peu votre temps pour partager vos expériences. Alors, ma première question, ça va être, d'après vous, qu'est-ce que sollicite le plus? Alors, je sais, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on voudrait dire toutes les fonctions possibles et imaginables, mais si vous aviez 3 ou 4 fonctions à choisir au niveau du corps, lesquelles choisiriez-vous? Et si vous pouviez illustrer avec des exemples, soit en lien avec votre clinique, soit avec votre expérience. Alors, moi, je vais être relou du coup parce que j'ai plutôt pris la médiation escalade dans l'autre sens. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux travailler. La dernière fois que j'ai pu utiliser la médiation, c'était dans le cadre d'un groupe émotion. Alors, du coup, on pourrait croire que c'est hyper loin de l'escalade et finalement pas tant que ça. Parce que du coup, il y avait ce groupe émotion et je me suis dit, ah, on va avoir tant de créneaux d'escalade qui nous ont été offerts par le département. Et il va falloir que ce créneau d'escalade tombe au moment même où on va aborder la peur et l'appréhension et en émotion secondaire, du coup, plus la fierté. Et du coup, j'ai construit du coup les séances sur ce mode-là. Ça n'a pas été, c'était plutôt l'inverse. Je suis partie d'abord de ce que je voulais travailler avant que de me dire, ah bah voilà, cette médiation va, non, c'est pas logique ce que je dis. Mais du coup, voilà, je me suis dit, je vais utiliser cette médiation pour travailler ça.
très spécifiquement et je vais construire cette séance autour de ça. C'est-à-dire que du coup, les autres fonctions de l'escalade ont été placées au second plan. Alors oui, bien sûr, il y a toujours eu de la planification, il y a toujours eu de la motricité fine et globale, la coordination, etc., etc. Mais ça n'a pas été mon axe principal. Du coup, en tout cas pour cette dernière expérience en escalade. Du coup, c'était assez restreint et pas forcément d'emblée ce qu'on aurait pensé, je pense. Parce que c'est vrai que d'emblée, quand on me dit escalade, moi, je pense tout de suite planification et coordination globale. Mais du coup, là, j'ai complètement axé du coup, les séances sur autre chose. Mais c'est C'était pas tout mal. aussi intéressant. Du coup, ça fait quand même 3. Ça fait tout ce qui est Ouais. motricité, planification qui fait partie des fonctions exécutives et les émotions qui sont les fonctions émotionnelles associées au corps en lien avec tout ce qu'on sait. À ton tour, Nadège. Oui, moi je pense aussi que c'est tout à fait une bonne idée d'utiliser l'escalade pour travailler sur la gestion des émotions et notamment sur la régulation tonico-émotionnelle aussi, puisqu'on va pouvoir vraiment faire le lien entre les émotions, la peur, notamment en escalade, et les muscles d'un coup qui vont se crisper, la personne qui va se crisper sur le mur. Et donc là, on va pouvoir travailler vraiment ce lien entre les émotions et le tonus. Et donc, on va pouvoir travailler dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire relâcher le corps, relâcher les muscles, la détente, la respiration pour avoir un effet positif sur l'émotion qui va du coup baisser en intensité, ou l'inverse, on va travailler directement sur l'émotion et là on va voir que le corps du coup il va se détendre. Mais donc du coup ça c'est très visible en escalade et je travaille pas mal là-dessus et sur la gestion des émotions aussi. Et puis qu'est-ce que je rajouterais beaucoup la conscience corporelle. Prendre conscience de son corps, le schéma corporel aussi, et puis le tonus en soi, quoi, sans parler de la régulation tonico-émotionnelle, mais plutôt le tonus postural, le tonus d'action, qui va être très très actif en escalade. Et donc je travaille pas mal là-dessus. Et voilà, et après tout aussi au niveau des fonctions exécutives, la résolution de problèmes, notamment la planification. Ouais. Et je rajouterais un truc que j'ai trouvé, que pour l'instant, j'ai pas retrouvé dans d'autres pratiques sportives. Je trouve que l'escalade, c'est une phase, quand tu parlais de conscience corporelle, c'est une façon aussi d'appréhender son corps et le poids de son corps. Parce que, alors, du coup, je pense que je pratiquais pendant que je faisais mes études et c'est vrai que je me souviens d'un moment où pour réussir à monter dans un bloc et réussir un chemin, il fallait que je passe mon bassin d'un certain côté de sorte à ce que le poids de mon corps aille par là pour pouvoir libérer le poids de mes jambes. Enfin, c'était tout un micmac où du coup, j'ai dû conscientiser justement ce changement de déplacement de point de gravité et pour pouvoir libérer du coup mes jambes et pouvoir quand même garder mon équilibre sur une paroi verticale. Et je trouve que c'est le seul sport qui m'a, en tout cas qui a été aussi, qui m'a fait aussi fortement prendre conscience de ça. Que mon centre de gravité, alors quand je suis debout, il a un certain endroit, mais qu'en pratiquant l'escalade et sur une paroi du coup verticale, je peux justement me tortiller, on va dire, pour le mettre d'un autre endroit et pouvoir garder mon équilibre tout en pouvant continuer à me mouvoir. Et ça, j'ai pas réussi à le retrouver autrement. Peut-être, je me suis dit, peut-être en équithérapie, c'est possible avec sur l'avant, l'arrière du cheval, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose où peut-être dans les sports de glisse et encore, c'est pas. Ça a été. C'est le seul sport où pour moi, ça a été une évidence totale qui me faisait prendre conscience et vraiment conscientiser ce changement de poids du corps et la maîtrise que moi j'avais consciemment sur ces changements de centre de gravité. Ouais, sur les transferts de poids et sur les appuis aussi, non ça... Ouais. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Je trouve ça super intéressant ce que vous dites du coup sur cette gestion du poids du corps et ce que tu dis, Élise. Et c'est vrai que moi, j'ai pratiqué un petit peu l'escalade au lycée. On avait escalade pour le bac et ça a été, voilà, c'est là où j'ai découvert l'escalade pour ma part. Et c'est vrai que je n'en ai jamais vraiment repratiqué depuis, ni en extérieur ni quoi. Mais c'est vrai que je trouve
très parlant, ce côté, effectivement. Donc, la planification, c'est vrai qu'il faut anticiper les gestes, enfin, où on pose les mains, etc. Et alors, moi, il y a autre chose que vous n'avez pas forcément évoqué, c'est la préhension, quoi. C'est vraiment... et je pense peut-être parce qu'en tant qu'escaladeuse, on dit escaladeuse, ouais. Et sinon, c'est quoi? C'est en tant que praticienne Grimpeuse. d'escalade? Grimpeuse, pardon. Et donc, je pense qu'en tant que grimpeuse, en fait, c'est quelque chose que vous faites tellement tout le temps que peut-être c'est quelque chose qui... Mais moi, c'était cette difficulté d'adapter mes prises et au niveau des phalanges pour les petites prises. Enfin, j'avais l'impression que je tenais rien, quoi. Je tenais à rien du tout. Et c'est vrai que ce rapport à l'appréhension, je trouve aussi, il est très différent dans l'escalade et en lien aussi avec ce rapport poids de corps de deux petits doigts qui vont tenir l'ensemble de mon corps, le truc où on ne se dit pas forcément que c'est possible en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une notion un peu de grasping et c'est pareil, ça va avoir aussi avec la régulation tonico-émotionnelle, non? Plus on va être crispé, plus on va avoir peur, plus les doigts ils vont se crisper sur les prises. Et après, ouais, c'est vrai que moi j'utilise pas mal aussi pour travailler tout ce qui est déliement digital, du coup, avec les différentes formes de prises. Comme tu dis, il y a les réglettes, il y a les pinces, il y a les bidoigts, les monodoigts, les inversés. Donc, on va pouvoir travailler, par exemple, pronation, supination, hein, ce que je faisais avec un petit qui était hémiplégique, par exemple, travailler ce mouvement-là pour prendre une prise qui était en inversé, et puis tout ce qui est d'éléments digital, ouais, préhension, etc. Ouais. Ouais, du coup, ça fait un joli jeu de mots entre l'appréhension et la préhension, du coup. Ouais. Mais effectivement, c'est deux choses qu'on retrouve et c'est intéressant aussi de le travailler. Enfin, justement, l'appréhension, le fait d'appréhender ce qui va se passer avec l'escalade. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi la voix. Donc la voix, c'est quand il y a le baudrier, parce que du coup, on doit faire confiance à l'autre. Et bon, ça, malheureusement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir trop l'utiliser en séance. C'est un de mes grands souhaits. Mais la confiance en l'autre et la confiance en soi tout court. Et tomber, bah, si on tombe, bah, on se rattrape. Enfin, on tombe sur du mou, hein, normalement. Hein. Mais effectivement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et il y a vraiment dans ce contrôle tonico-émotionnel, enfin, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas céder à la panique quand on est, en tout cas en bloc, donc sans le baudrier. On ne peut pas se permettre de céder à la panique parce que c'est trop dangereux et que ça fait encore plus peur de tomber de là où on est. Mais effectivement, c'est quelque chose. C'est pour ça que la planification est un peu obligatoire parce que la première fois, l'enfant, enfin, alors du coup, j'ai fait avec des enfants, il y va comme un dératé, puis il se rend compte que finalement, bah, c'est pas si simple que ça, puis il se retrouve en haut et puis il a hyper peur. Et du coup, la deuxième fois, on va lui dire attends, évite de te refaire la même frayeur que la première fois, réfléchis bien à comment tu vas faire. Et là, du coup, ça oblige à planifier, surtout, enfin, alors du coup, moi, j'étais avec des enfants de 10, du coup, avec des gros troubles des fonctions exécutives associées. Et du coup, ça t'oblige à planifier et et ça t'oblige à comprendre à quoi ça sert de planifier, surtout. Parce que bah, pour ceux qui sont un peu speed et qui ont beaucoup d'impulsivité, ils se disent, ah ouais, mais en fait, effectivement, c'est indispensable que je me pose 5 minutes, je réfléchisse à comment je fais et après, j'y vais. Alors, 5 minutes, j'exagère. Mais effectivement, et après, il y a aussi toute cette question, alors autrement de l'appréhension du coup manuelle, parce que non seulement il faut choisir son trajet, mais comment on va faire ce trajet aussi. Et du coup, voilà, donc ça c'est encore un truc un peu plus technique. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans l'escalade, c'était le côté, il y a un côté mine de rien où on revit des choses un peu archaïques, je pense surtout au ramper, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont que, ou alors, ça fait tac-tac. Enfin, ça fait pas une belle coordination comme on peut avoir sur le rampé ou le quatre pattes quand on grimpe. Parce qu'on fait droite-gauche avec en alterné, en croisé, etc. Et du coup, ça peut faire un petit récap des acquisitions motrices antérieures. Parce que mine de rien, je pense plus aux espaliers peut-être qui sont plus réguliers. Mais c'est assez intéressant aussi à retravailler. Ouais, tout ce rapport en fait à la dissociation entre la droite et la gauche, le haut et le bas du corps finalement, parce que c'est vrai que quand on grimpe, c'est rare d'avoir tout bien aligné comme dans une échelle ou effectivement un espalier. Il y a quand même ce rapport effectivement à la gestion de son corps dans l'espace et qui va impliquer des fois des postures un peu particulières aussi. Quand on fait des arrêts sur image avec
vraiment, effectivement, c'est rare d'avoir tous les parties du corps dans l'alignement, comme une posture naturelle, spontanée, je pense. En tout cas, c'est ultra intéressant tous les parallèles que vous faites. Est-ce que vous voudriez bien éventuellement me raconter chacune peut-être une situation clinique? Vous avez parlé déjà de quelques situations, mais est-ce que vous avez peut-être une situation clinique où vous avez procédé de telle ou telle façon? Est-ce qu'il y a une situation clinique que vous aimeriez éventuellement nous partager, l'une ou l'autre ou les deux? Peut-être Nadège, je te redonne la parole si tu as une situation peut-être clinique à nous raconter. Alors, une situation clinique, j'ai envie de vous parler peut-être de l'aspect vraiment émotionnel hein, de l'escalade ou avec des patients. Alors, comme ça en particulier. Est-ce que tu fais ça en groupe? Est-ce que tu fais ça en individuel? Enfin, c'est pas forcément, ça peut être, quand je parle de la clinique, c'est pas forcément peut-être un patient, peut-être déjà un contexte de séance, sur qu'est-ce que tu peux proposer, par exemple, en séance type sur un groupe? Est-ce que tu accompagnes des groupes, des choses comme ça? Alors, ouais, je fais des séances en groupe, mais elles n'ont pas vraiment un but thérapeutique, c'est plus de l'éveil psychomoteur et avec un aspect d'inclusion avec certains justement de mes patients qui participent dans ces ateliers, mais qui sont à la base des ateliers loisirs en fait. Mais sinon, je fais plutôt des séances en individuel. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler en individuel avec la médiation escalade. Et du coup, c'est vrai que je vais souvent travailler la gestion de la frustration, par exemple, au niveau émotionnel, mais aussi, on va travailler surtout pas mal sur l'aspect vraiment de la détermination, de la persévérance, par exemple. Voilà, en escalade, c'est souvent qu'on se fixe un objectif, on n'y arrive pas, donc il faut recommencer, réessayer, peut-être chercher, justement, comme on disait, avec la résolution de problèmes, il va falloir chercher est-ce que je passe par un autre chemin, est-ce que j'essaye un autre mouvement, est-ce que je planifie différemment, etc., mes mouvements. Et en tout cas, si on y va avec un petit peu la peur au ventre, beaucoup de détermination, on a peu de chances de parvenir en haut du mur ou à notre objectif. Alors que si on... du coup, j'apprends un petit peu aux patients à se dire, bon, vraiment, je me motive, je sais que je suis capable, je retrace dans ma tête qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois le faire. Et ouais, je vais y arriver et je suis déterminée et j'ai confiance en moi. Et là, d'un coup, on y arrive. Et donc, là, il se rend compte qu'en fait, son état d'esprit, c'est vachement important. Du coup, j'ai des patients qui arrivent à comprendre en fait que pour sortir d'une situation difficile ou pour réussir quelque chose, en fait, c'est leur état d'esprit aussi qui est très important et pas seulement juste leur capacité, au niveau moteur, etc. Mais aussi, c'est dans quel état d'esprit ils vont faire l'action, quoi. Et du coup, ça, je trouve que l'escalade, c'est super, super pratique, quoi, pour travailler ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu à titre personnel dans tes débuts de la pratique de l'escalade? Enfin, ce rapport à la persévérance, il a changé au travers de cette pratique? Oui, je pense. Et puis, comme je te dis, c'est pas que la persévérance, c'est vraiment le fait de dire, si je veux, je peux, en fait. Et donc, ça, oui, je l'expérimente et pas qu'au début, hein, mais encore aujourd'hui en escalade, c'est vraiment si dans notre tête, on pense qu'on va y arriver, en général, on y arrive. Et si on se dit, oh là, non, j'y vais, j'ai un peu peur ou je suis pas sûre, là, on a beaucoup de risques de tomber, en fait. On ne peut pas y arriver, quoi. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant. Enfin, vous évoquez plein de choses. Donc, du coup, ça permet d'avoir pas mal d'idées, etc., de liens qu'on peut faire et c'est intéressant. Élise, est-ce que tu as du coup une petite situation où tu as réfléchi à des choses à nous dire? En fait, du coup, moi, j'ai fait que en groupe, hein. J'ai pas pu, j'ai pas les moyens de le faire en individuel, on va dire, vu qu'on va dans une salle qui est prêtée par la mairie.
Et du coup, quitte à avoir le créneau, on emmène tout le monde, on emmène tout le groupe entier. Et du coup, effectivement, ça réveille pas du tout les mêmes choses chez les différents, chez les enfants patients. Et mais pareil, sur cette même idée d'émotion, il y avait, il y avait un petit garçon qui était hyper peureux. Et du coup, alors ça a été tout un travail tout au long de l'année sur cette appréhension. Alors, il était capable de reconnaître la peur. Enfin, cela dit, enfin, des fois, il confondait peur et tristesse parce que du coup, comme il y a des larmes dans la peur, il disait bah oui, mais quand on pleure, c'est qu'on est triste. Je dis mais non, on peut pleurer parce qu'on a très peur aussi. Et on avait fait quelque chose de très progressif, c'est-à-dire qu'on avait, alors le vide, c'était quelque chose qui lui faisait peur et la hauteur. Du coup, on avait commencé sur la table de séance de psychomote où il y avait du sauter à l'endroit, à l'envers. Alors. Et du coup, on a développé aussi enfin, c'était une réflexion de groupe, du coup. Donc, lui, il a amené cette peur où l'escalade, il ne pouvait pas faire deux étages, c'était trop pour lui. Et du coup, tous en groupe, on me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter cette peur? Quels sont les deux, enfin, en tout cas, les enfants en ont donné deux possibilités. Et en fait, tous en groupe, ça a été, ah bah, on peut demander de l'aide, effectivement, ou on peut s'encourager. Et ça, c'était super, du coup. Et alors, du coup, ça a été des gros mouvements d'encouragement pour ce petit garçon. Et effectivement, ça a hyper bien marché. Et demander de l'aide, ça, on a essayé. Mine de rien, j'essaye de l'enlever un petit peu parce que le but du jeu, c'était qu'il réussisse tout seul. Mais on a mis des gros tapis. Enfin, on a essayé de mettre des tapis de plus en plus petits pour sauter. On a essayé de sauter comme un super-héros, tout bien pour bien se réceptionner, etc. Bon, ça, pareil, ça aide un peu à s'identifier et à prendre confiance en soi, de sauter comme le super-héros. Et du coup, petit à petit, en fait, alors moi, je le trouve qu'il est devenu trop fort, mais de mes yeux de sa psychomote où effectivement il est parti de sauter de la table, c'était trop dur, à pouvoir monter un petit mur d'escalade et même de carrément réussir à tout lâcher et de sauter juste sur le tapis, quoi. Et ça a été un vrai, enfin pour le coup, ça a amené plutôt une réflexion de groupe où tous les enfants ont compris sa peur parce qu'ils l'ont plus ou moins vécu. Alors, il y en a qui ont réussi à la surmonter beaucoup plus vite que d'autres, il y en a qui ne l'avaient pas du tout en commençant ce groupe. Mais du coup, de peut-être vivre un peu tous la même émotion au départ et de surmonter cette peur progressivement, ça les a vraiment, ça a créé ce petit lien et ça a aidé à soutenir ce petit garçon qui, lui, qui traînait sa petite peur depuis un petit moment et qui avait du mal à la surpasser et à la surmonter. Et du coup, et après, le sentiment de fierté qui est apparu derrière, c'était vraiment chouette. Et du coup, il le conserve, hein, j'espère qu'il. Je suis plus à psychomote maintenant, mais du coup, c'est quelque chose où maintenant on est passé à autre chose, quoi. Mais ouais, du coup, c'était vraiment une vraie, un vrai plus. Et je m'y attendais pas, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt un groupe d'enfants qui avaient des troubles 10. Et donc, du coup, ça faisait quand même partie de ce groupe émotion. Donc, je m'étais dit, on va travailler la peur, mais mes objectifs secondaires, c'était quand même pas mal. Moi, je m'étais dit, on va travailler l'impulsivité, précipitation, on va travailler l'organisation et la planification. Et finalement, c'est le souvenir que j'ai le souvenir un peu le plus fort de cette médiation, de ce qu'elle a finalement, le plus marquant qu'elle a apporté. Cela dit, la planification, on l'a travaillé dans avec plein d'autres médiations, mais c'est vrai que ce mouvement de groupe, ça a été assez chouette. Et à contrario, il y avait un enfant qui adorait l'escalade. Et on a du coup, un jour, s'est arrêté. Alors, on a eu un boudin de la mort. Et du coup, il se met en retrait, il veut plus parler. Enfin, mais on vient de dire quoi? On a parlé de la colère avant, dis-nous ce qui va pas. Et du coup, il fait, bah oui, j'aurais voulu continuer cette séance un peu plus longtemps. Et du coup, très bien, sors-nous cette colère, exprime-toi et on va t'aider aussi à la surpasser. Peut-être qu'on pourra revenir la semaine prochaine. Peut-être que dès qu'il y a un chrono d'escalade, on pensera à toi. Et peut-être que tu peux être content de ce que tu as vécu aussi, parce que mine de rien, tu as eu la chance de le faire. Et c'est pareil. Du coup, voilà, mais c'est vrai que finalement, c'est une médiation qui est très motrice et qui amène pas, et c'est pas forcément ce qui va en ressortir. C'est pas forcément l'évolution des coordinations dynamiques générales qui vont finalement être l'objectif atteint principal, quoi. Alors que pourtant, c'est effectivement une des premières choses auxquelles on pense, quoi. Oui, mais il y a ce rapport quand même à la hauteur et au vertige qui est, je pense, impressionnant pour une majorité, même, je pense même chez des adultes en dehors, non, Nadège, par rapport à toi qui accompagne tout venant. Oui, il n'y a pas qu'un travail avec les enfants là, qui peut être fait, ouais, c'est clair.
Je pense qu'au niveau coaching, un petit peu, ou travailler avec les adultes en général, il y a beaucoup à faire en escalade. Ça va être super adapté. Ouais. Et moi, je voulais rajouter une petite anecdote aussi concernant une patiente, parce que moi, c'est vrai que tu disais, Élise, c'est pas forcément le côté moteur qui va ressortir au final, où on va avoir le plus d'amélioration, etc. C'est vrai que moi, en général, il y a beaucoup de fois où je vais travailler d'abord sur la confiance en soi, avec les patients. Et du coup, là, c'est vrai qu'avec l'escalade, j'ai des résultats super positifs, quoi. Et donc, j'ai une petite patiente qui avait dans les 4-5 ans, je pense, qui était voilà, assez insécure, peu de confiance en soi, un petit peu des situations un petit peu compliquées dans la famille, ou avec beaucoup peut-être de surprotection, etc. Bref, elle faisait de l'énurésie nocturne, elle faisait pipi au lit, et donc les parents ils étaient un peu inquiets, voilà, à quoi c'est dû et tout ça. Donc je leur ai dit, peut-être que voilà, elle est un petit peu insécure, et donc on va essayer de travailler vraiment la confiance en soi, etc. Parce que voilà, ça se notait aussi dans ses paroles, dans ses manières d'être, etc. Et donc, on a fait une séance d'escalade, et elle est passée de faire pipi au lit tous les soirs à ne plus jamais, que ça ne se reproduise plus jamais, quoi. Donc, c'était vraiment super flagrant, quoi, comme changement. Donc, ça a vraiment changé un truc en elle, où elle s'est dit, ouais, en fait, si Ouais, je je peux plus, quoi. Je peux Puis même, il y lâcher a ce... prise et je peux... ouais. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire. Mm. Mais, et Alors, dans les questions, oui. du coup, juste parce qu'il y a pas mal, j'avais posé des questions aux abonnés du compte Insta, du coup. Et effectivement, cette confiance en toi, en fait, on le retrouve partout. Il y en avait qui me disaient qu'ils pratiquaient l'escalade avec des personnes âgées. Alors là, je me suis dit, mais ça va pas du tout. Mais en fait, enfin, moi, j'imagine que c'est adapté, mais j'ai trouvé ça super. Il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient en psychiatrie. Et pareil, de la réalité, on se la prend en pleine face en escalade, hein, parce que si t'es pas dans l'ici et le maintenant, bah t'es par terre, du coup. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et pas mal aussi avec les ados, parce que pareil, je me dis, il y a une histoire de confiance en soi, de confiance en l'autre, et tout ça. Et aussi, il y avait une abonnée qui racontait qu'elle avait pratiqué avec des déficients visuels, avec des appels sonores sur les prises. Et je sais plus qui, je crois que c'était Psychomote Inné, si je dis pas n'importe quoi, qui avait pratiqué avec des enfants porteurs de polyhandicap. Avec, pareil, elle avait réussi à modifier toutes les prises pour faciliter justement les prises, c'était des prises, mais pour faciliter l'attrapée des prises, etc. Et du coup, en fait, quand les gens me racontent ça, je me dis, mais ils sont complètement malades. Et en fait, je trouve c'est des idées complètement chouettes, et que toute adaptation est possible. J'ai vu des parcours d'escalade tactile aussi pour pour toutes les personnes qui sont malvoyantes. Je savais même pas que ça existait, mais je trouve ça super bien. Il y a plein Ouais, de situations qui peuvent se plein décliner à d'adaptations. l'infini, en fait. Ouais. En fait, ça dépend vraiment de la structure qu'on a d'escalade à la base. Mais après, on peut vraiment adapter à tous les publics. Et d'ailleurs, dans ma formation, c'est ce qu'on voit aussi. Et vraiment, voilà, personnes âgées, Parkinson, il y a des personnes en Allemagne et aux États-Unis qui travaillent spécifiquement avec des personnes parkinsoniennes, les non-voyants, malvoyants. Alors, moi aussi, j'ai l'expérience aussi avec des malvoyants adultes. Et effectivement, alors, on n'a pas la chance au Pérou d'avoir les prises sonores et avec les capteurs, etc. Mais en fait, ça fonctionne avec voilà, un petit capteur qui est sur la prise, et le grimpeur a un bracelet. Et donc, quand la main ou le membre s'approche de la prise, en fait, ça commence à Ouais. et donc il se rend compte qu'il s'en rapproche. Et donc, il sait dans quelle direction il doit aller. Et sinon, le chemin tactile, en fait, c'est qu'on relie les prises avec une bande rugueuse, par exemple. Et du coup, la personne, elle est sur sa prise, et donc elle va suivre avec sa main la bande rugueuse jusqu'à ce qui va la mener jusqu'à la prochaine prise, et ainsi de suite. Alors, c'est trop intéressant. J'aimerais rester beaucoup plus longtemps, mais Zoom ne va pas nous permettre. J'ai déjà eu une petite alerte.
Alors, on va, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Auquel cas, si ça coupe, eh bien, j'ouvrirai une fac dans la foulée pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions et qu'on puisse vraiment voilà, répondre à vos questions. Et vous avez les contacts de Psychomote International et d'Escalothérapie. Alors, juste en 1 minute 30 secondes, c'est la minute un peu vends ton sport. Vous allez me dire un peu pourquoi il faut absolument pratiquer l'escalade d'après vous. Et du coup, vous avez 1 minute pour dire un maximum de choses en peu de temps. C'est parti. Moi, je dirais, il ne faut pas, il y a déjà trop de monde dans les blocs à Paris, n'y allez pas. Non, je rigole. Moi, je pense que c'est vraiment, pour moi, ce que ça apporte, c'est vraiment le contact à la nature et la relation, les relations sociales, quoi, les relations que tu développes avec les personnes qui sont assez de qualité, assez fortes. Et vraiment le fait d'avoir, comme je vous parlais de l'état d'esprit tout à l'heure, le fait de, ok, je vais y arriver, je vais me dépasser. Et ça, je pense que c'est super important après pour dans la vie de tous les jours, quoi. C'est pas juste. Alors, à part le fait que ça fait travailler tous les muscles du corps pratiquement, donc ça, c'est top. Mais c'est vraiment pour moi le côté mental qui est super. Mental, social et nature aussi quand on pratique, quand on a la chance de pouvoir pratiquer en extérieur, quoi. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi ouais, l'effet que ça fait au niveau des limites corporelles, d'aller mine de rien, d'aller haut, de pouvoir se prendre un peu pour un petit singe, de grimper. Et ce que j'aime beaucoup dans la voix aussi, c'est ce lâcher-prise qu'on a quand on fait du rappel et où on a un peu l'impression de voler ou d'être Spider-Man. Et moi, ce serait vraiment ce que je recherche dans l'escalade, c'est cette sensation aussi de jouer avec le vide aussi. J'aime beaucoup. Après, voilà, j'aime beaucoup les sensations fortes. Mais j'aime beaucoup ce rapport au vide et c'est un peu ce défi que je lance effectivement à la nature et à la gravité où je dis, bah, regarde ce que j'arrive à faire. Et effectivement, moi, ça me fait des shots d'adrénaline énormes. Mais c'est vraiment pour ça. Et effectivement, il y a un gros côté social dans la communauté des grimpeurs qui est aussi assez chouette. Merci beaucoup, les filles. Je pense qu'on aurait beaucoup encore de choses à dire et à se dire. J'espère qu'on pourra faire un live sur Instagram une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. Je vais essayer de condenser tout ça dans un débrief. Je suis un peu en retard sur mes posts débrief des lives, mais j'essaierai de condenser un peu tout ce que vous avez dit dans un débrief que je vous ferai bien sûr valider et que je publierai. Et puis, je publierai du coup le replay en IGTV. Merci. Ouais, j'essaye juste de retrouver l'information, je l'avais notée. Mais effectivement, on ne peut pas travailler avec juste... Alors, on ne peut pas être juste psychomate. Être juste psychomate ne suffit pas. Après, sinon, on peut être accompagné aussi, pardon, que je te coupe, avec un moniteur d'escalade ou un professeur de sport adapté, par exemple. Un éducateur à pas, peut-être? Ouais. Oui, ça marche. Effectivement, du coup, j'avais noté, il faut, alors, soit effectivement, on est accompagné par quelqu'un d'autre, soit il faut le brevet d'aptitude professionnelle d'animateur technique, le BAPAT, ça s'appelle. Le diplôme d'état supérieur, c'est le DGEPS, un truc comme ça. Le BPG, non, un diplôme d'état supérieur d'éducation populaire et sortie. Et sinon, il y a le CQP aussi, c'est, je ne sais plus ce que ça veut dire. Certificat qualification professionnelle. C'est peut-être le plus simple, je crois, c'est celui qui met moins de temps à être passé en tout cas. Mais ouais, non, c'est justement ce qu'il disait, le CQP, OPAH, certainement, ça doit être ça. Oui, après, voilà. Ouais, OPAH, je ne sais pas exactement, mais ouais, CQP, normalement, ça passe. Mais ou sinon, nous, on avait un moniteur qui nous accompagnait. Effectivement, oui, quand tu es en groupe, c'est le plus simple, je pense. Après, c'est pour de l'individuel, du coup, si c'est du 2 pour 1, ça fait un peu beaucoup. Mais après, comme je disais, en institution ou en libéral, il n'y a pas besoin du coup. Si la structure dépasse pas tant de mètres de haut, etc. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Après, les lois, ça change tout le temps. Mais Lisa, Elsa ou iPhone, est-ce que vous avez des questions particulières, peut-être que vous voulez profiter là où on soit en plus petit comité, du coup, parce qu'on a perdu une partie malheureusement, pour poser peut-être des questions un peu plus spécifiques. Est-ce que vous aviez des questions particulières?
Ouais, n'hésitez pas. Vous pouvez activer directement votre micro hein, ou même votre caméra si vous le souhaitez. Après, vous serez enregistré. Il faut le savoir. Moi, pour le coup, j'avais pas de questions particulières. J'ai la chance d'être en contact avec Nadège quand je veux, puisqu'elle m'accompagne sur mon mémoire. Donc, c'était chouette d'avoir cet échange, enfin, de vous entendre toutes les trois partager sur ce sujet-là. Mais j'ai pas de questions particulières qui me viennent comme ça tout de suite. Et il porte sur quoi ton mémoire du coup? Il porte sur l'utilisation de la médiation escalade avec des patients cérébrolésés, principalement qui ont subi AVC ou trauma crânien. D'accord. Et ça avance bien? Là, c'est un peu une période difficile, mais ça va repartir. Mais on croise tous des périodes un peu difficiles, il faut s'accrocher. Mais tu vois, typiquement, dans le cadre de ton stage, Lisa, l'institution a une structure d'escalade et du coup, vous n'avez pas besoin d'une tierce personne qui vous accompagne. Vous faites les séances toute seule en tant que psychomote. Ouais, alors en fait, quand ils ont installé le mur thérapeutique, il y a des personnes, j'imagine des formateurs, je ne sais pas trop comment les appeler, qui sont venus passer une semaine à 10 jours au niveau du centre de rééduc. Et ils ont proposé une formation qui a duré sur 3 jours au personnel rééducateur qui le souhaitait, surtout pour en fait les normes de sécurité, tout ce qui est matériel et tout ça. Et à la suite de ça, maintenant, les personnes qui ont suivi cette mini-formation peuvent encadrer des séances individuelles ou groupales, mais je crois qu'il y a un nombre maximum, forcément, ça doit, je crois, pas excéder 3 personnes par rééducateur. Enfin, il y a des petites règles comme ça, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ils ont un classeur avec une charte à respecter, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont assez libres dans l'utilisation du mur. Oui, il y a peut-être aussi simplement, peut-être que c'est une formation qui était principalement axée peut-être sur les aspects sécurité, peut-être du coup pour favoriser ce type de prise de cet accompagnement, je pense. Oui, principalement, c'était sur la sécurité. Après, comme ils étaient très intéressés, ils en ont profité pour poser plein de questions. Et du coup, ils ont eu des informations sur comment l'utiliser, quels objectifs et tout ça. Ils ont co-construit. Ça avait été déjà réfléchi en équipe avant l'installation du mur. Il y a eu de nombreuses réunions pour savoir le projet thérapeutique autour de ce mur-là. Mais effectivement, la formation, c'était essentiellement au niveau des aspects sécuritaires de l'utilisation du mur. Eh bien, merci pour ton partage et puis hâte de lire ce mémoire qui est en cours de réflexion, mais il n'y a pas de raison. Merci à vous. Et comme on dit, si tu n'as pas le courage de le faire, fais-le sans courage. Fais-le sans courage. Si t'as pas le courage. Ok, je garde ça, Élise, quand je reverrai mes étudiants, dont Lisa. je garderai cette phrase. Elsa, est-ce que vous aviez des questions éventuellement? Est-ce que vous voulez nous partager peut-être une expérience ou un projet justement autour de ça? Non, du tout. Je pratique même pas l'escalade, mais ça m'intéresse énormément. Et du coup, c'est pour ça que j'ai regardé le live aujourd'hui. Eh ben, j'espère Après, j'ai le CQP au péage. Du coup, je travaille dans un parc d'acrobranche, mais pas d'escalade. Je voulais à la base faire un mémoire sur l'apport de l'acrobranche en psychomote, mais j'ai pas trouvé de stage. Ouais, c'est parce que c'est un peu cher. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais effectivement, l'acrobranche, comme c'est une activité qu'on fait de façon ponctuelle, il n'y a pas de, il y a pas de club d'acrobranche et des parcs. Après, dans ma famille, on possède un parc d'acrobranche, c'est pour ça. Donc, où là je suis au nord de Paris. Enfin, j'étudie sur l'île. Faites attention parce que Élise va débarquer. Non, mais c'est hyper intéressant parce que on essaye d'aller. Enfin, j'ai pas mal de patients qui ont des troubles vestibulaires et du coup, on essaye de les emmener effectivement pas mal à l'acrobranche parce que voilà, t'as travaillé plein de choses, mais à chaque fois, c'est un budget énorme. Du coup, c'est plus du ponctuel qu'on peut pas. Ou alors, je sais pas s'il y a des cartes qu'on pourrait utiliser. Enfin, je sais pas quel mode on pourrait faire pour que ce soit pas trop cher. En fait, c'est juste que c'est hyper cher l'acrobranche.
Mais après, ça dépend des parcs. Mais moi, je sais qu'on fait des... Et après, ouais, c'est assez cher comme activité parce que ça demande beaucoup de choses. Mais moi, du coup, je voulais construire un parcours d'acrobranche adapté aux personnes avec un handicap physique. Donc, ouais, enfin, il y a un parc qui a fait ça dans toute la France et du coup, je voulais faire ça aussi dans le nôtre, mais pas encore les moyens. Eh bien, ouais, il faudrait alors il faudrait qu'à l'occasion, il faudrait que vous m'écriviez en MP. Vous nous écrivez en MP et peut-être on peut réfléchir à une alternative qui vous permettrait. Vous êtes dans quel IFP, Elsa, sans indiscrétion? Moi, je suis à Lille, en 3e année. Je ne sais pas s'ils font des mémoires d'initiation à la recherche sur Lille, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce côté-là, si jamais, pour que vous puissiez quand même écrire sur le sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse. Après, j'ai pas du tout des stages en rapport et mon mémoire, je le fais sur les troubles de l'oralité alimentaire au final. Donc, vous êtes en dernière année, là, en 3e année? Ouais. Donc, c'est déjà entamé, donc je ne peux plus changer. Eh bien, en master. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça. Il y a toujours possibilité d'écrire quand on veut. Eh bien, en tout cas, je vous remercie encore pour votre participation, pour ces échanges aussi. Elsa, Elisa, d'être restées jusqu'au bout. Et puis je vous dis, du coup, à très vite. Je vais essayer de faire un petit récap. Il faut vraiment que je m'y remette. J'ai 3 débriefs à faire. Mais je vais prendre le temps. Tout est enregistré, donc je n'ai plus qu'à revisionner et refaire les petits débriefs. Merci encore pour tout. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à bientôt. Merci à toi aussi d'avoir organisé tout ça. Ouais, super chouette. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.